implique une comparution, en l'espèce attentive et amicale, des visions et des voyages respectifs. Raymond de Carrasco s'est confronté au voir d'Artaud, et elle nous invite à poursuivre aujourd'hui cette confrontation, à examiner ces voirs ensemble, non pour les comparer, c'est-à-dire les évaluer, les rectifier, les ramener à la vérité de l'un au détriment de celle de l'autre, mais pour apercevoir ce qu'ils ont vu, voir ce qu'ils ont vu sans pour autant croire ce qu'ils ont cru. Il s'agit donc de mettre en présence les regards de Raymond de Carrasco et d'Antonin Artaud, les mettre en présence sans les juger, sans fin de croire, comme nombre de commentateurs, que l'un serait la copie fidèle ou infidèle de l'autre, sans valoriser l'original, qui est lui-même une fiction, et dévaloriser en conséquence sa maladroite duplication ethnopoétique. Il s'agit de les mettre en présence pour mieux saisir, à travers ce qu'ils ont vu, inventé ou imaginé, leur irréductible singularité. Pour Raymond de Carrasco, l'œuvre indienne d'Artaud est à la fois une référence et une médiation. C'est une référence singulière, dont la lecture n'est guère facile, et une médiation compliquée, surchargée par la figure et par le mythe d'Artaud. Quel chemin Raymond de Carrasco a-t-elle tracé, affrontant cette œuvre et l'ouvrant à ses propres intuitions? Les écrits mexicains d'Artaud traduisent une inquiétude profonde sur le sens, sur la perte du sens. C'est avec cette perte et la demande de sens qui lui est conjointe que nous avons affaire. Avec les Tarahumara, il s'agit de retrouver le sens, ou du moins d'indiquer une direction. Là, je m'appuie sur Jean-Luc Nancy. Retrouver le sens de la marche, retrouver le sens de l'histoire, mêler dans une même avancée la marche des hommes et la marche du monde. Les Tarahumara, Régis Ebro l'a abondamment filmé, sont les hommes qui marchent. Qu'est-ce que cela veut dire? Quel est ce sens de l'orientation pressenti par Artaud au Mexique et qui permettrait de s'orienter dans le monde autant que d'orienter le monde? En d'autres termes, à quel savoir Raymond de Carrasco, lisant Artaud et se rendant après lui dans la Sierra Tarahumaras, s'est-elle confrontée? Pour répondre à ces questions, je retracerai brièvement les prémices du voyage d'Artaud au pays des Tarahumaras. Ces quelques indications permettront de mieux approcher l'expérience ethnopoétique de Raymond de Carrasco. Il y a tout d'abord, chez Artaud, l'affirmation virulente d'une rupture. L'échec en juin 1935 de la tragédie des Cenci l'éloigne de la scène théâtrale et le tourne vers la scène rituelle. On connaît tous les déclarations qui parsèment alors ces textes. J'en cite une pour l'exemple. « Je suis venu au Mexique pour fuir la civilisation européenne issue de 7 ou 8 siècles de culture bourgeoise et par haine pour cette civilisation et cette culture. » Artaud débarque au Mexique, arrive à Mexico, le 7 février 1936. À la fin du mois, il donne 3 conférences qui surprennent l'assistance. Sa critique acerbe du marxisme, une caricature de la vie, sa réduction du surréalisme à un courant à la mode, son rejet de l'art moderne mexicain, une imitation de l'art européen, son désintérêt hostile pour les muralistes surprennent désagréablement. Et le malentendu s'accentue rapidement. Alors que les architectes modernistes remodèlent la ville, alors que la Ligue des écrivains et des artistes révolutionnaires promeut le réalisme socialiste, alors que l'indigénisme officiel alphabétise les populations indiennes, Artaud enjoint le Mexique moderne, progressiste et marxiste de rompre avec lui-même pour retrouver, je le cite, ses sources primitives d'inspiration. Je le cite encore, « Nous attendons du Mexique un nouveau concept de révolution et aussi un nouveau concept de l'homme. » Juin 1936. Il s'agit donc de rompre. Mais de rompre avec quoi? Il s'agit de rompre avec un sens du monde qui se confond avec l'avènement et l'histoire de l'Occident. Il s'agit de rompre avec une époque du sens aussi longue que l'Occident. La terre mexicaine serait étrangère à cette histoire occidentale du sens, et c'est la raison pour laquelle Artaud s'y rend en 1936. Ces premières déclarations que j'ai citées ici, au vocabulaire approximatif, traduisent chez Artaud sous le mot de culture une demande impatiente de sens que la réalité mexicaine ne peut cependant satisfaire. La rapide désillusion d'Artaud modifie en profondeur son regard sur le Mexique, comme en témoigne sa correspondance, et permet
la progressive advenue d'une autre réalité, tout aussi imaginaire que le Mexique, brutalement rejeté, une autre réalité, peu à peu identifiée aux Indiens Tarahumara. 4 lettres que je mentionne ici rapidement. Une lettre du 26 mars 1936 à Jean Paulhan. Je cite, Artaud parle des activités de conférence qu'il a eues, des rencontres qu'il a pu faire, et il ajoute en conclusion, mais cela, c'est le côté exotérique. Il y a un monde ésotérique certain au Mexique. 2 avril à René Thomas. Je compte quitter Mexico prochainement pour l'intérieur du Mexique. Je pars à la recherche de l'impossible. 18 avril, dans une lettre à Marie Dubuc. On m'a amené chez une espèce de demi-charlatan qui prétendait connaître le secret de la culture toltèque. Celui-là me renvoie à un autre. S'il y a un secret de culture, il ne peut pas courir les rues. 10 juillet à Jean-Louis Barrault. Il s'agit de retrouver et ressusciter les vestiges de l'antique culture solaire. De mars à juillet, on constate que l'intérêt d'Artaud s'est déplacé de l'actualité mexicaine vers un Mexique inactuel, intempestif, éternel. L'intitulé et le contenu des articles parus en espagnol dans la presse locale entre mai et août 1936 confirment cette évolution du projet d'Artaud en l'amplifiant. Le 26 mai, Artaud donne au journal El Nacional « Base universelle de la culture ». Le 13 juillet, « La culture éternelle du Mexique ». Le 1er août, « Secrets éternels de la culture ». Le 9 août, « Les forces occultes du Mexique ». D'un texte à l'autre, quel enchaînement observe-t-on? Ces titres, en effet, ne sont pas redondants. Le mot de culture y est central, mais c'est son occultation progressive qui est dite à mesure que grandit le désarroi d'Artaud devant le spectacle d'un Mexique affairé, contredisant chaque jour un peu plus ce monde d'images qu'il porte en lui. Et c'est ce monde d'images que Raymond Carrasco et Régis Hébron se confronteront, c'est à ce monde d'images, que Raymond Carrasco et Régis Hébron se confronteront à leur tour, imposant peu à peu leur propre monde d'images, substitué, nous le verrons dans un instant, à celui d'Artaud. Cela a 2 conséquences. D'une part, s'affirme chez Artaud la volonté d'expliciter ce que personne n'a jamais pénétré. D'autre part, s'impose chez lui la nécessité d'un retrait vers l'intérieur du pays, à la recherche de ce qu'il appelle l'impossible. Artaud distingue donc rapidement 2 Mexiques, l'un exotérique, l'autre ésotérique. Son propos change alors radicalement. L'actualité banalement révolutionnaire du Mexique moderne s'efface devant l'anachronisme essentiel des Tarahumara. Je vous renvoie bien sûr au texte intitulé « Une race principe », dont je cite la première phrase. « On entre avec les Tarahumara dans un monde terriblement anachronique et qui est un défi à ce temps. » Cette évolution trace une coupure entre 2 mondes, par conséquent, et 2 pensées antagonistes, et elle entraîne Artaud sur la voie d'un prophétisme messianique périlleux. Car il ne s'agit plus seulement de dire à des Mexicains éberlués d'incroyables vérités, mais de dire la vérité en se portant seul désormais au devant de celle-ci. Artaud se présente à partir de juillet-août 1936 comme celui qui apprend et qui enseigne, celui qui comprend ce que personne ne comprend plus. Artaud est donc désormais l'homme du secret. Il sait par intuition et par imagination poétique ce que ses contemporains ont oublié, je le cite. L'âme mexicaine n'a pas perdu en son fond le contact avec la terre, avec les forces telluriques du sol. En tout point du sol mexicain où affleurent ces sources de culture, je le demande, qu'il me soit permis de les découvrir, de les faire jaillir. C'est pour cette relation perdue, c'est pour ce contact entre les hommes et le monde qu'Artaud se rend en août 1936 dans la Sierra Tarahumara, source de culture et haut lieu supposé de la révélation. Sans céder encore à l'irrationnel, soulignant au contraire les limites et les dérives de la raison européenne, selon laquelle, je le cite, l'homme sent en lui-même sa propre vie comme distincte de la nature, Artaud assemble avec obstination les signes dispersés d'une culture unitaire, d'une culture synthétique. La minéralité, la matérialité des films de Raymond Carrasco approche l'anachronisme essentiel de cette culture. Elle invente autant qu'elle donne à voir ce territoire matriciel et ce peuple principiel évoqué par Artaud. Né d'un mélange premier, et Raymond Carrasco explicite le sens de cette expression
avec une grande clairvoyance, né d'un mélange premier, le peuple des Tarahumara aurait conservé, je cite Artaud ici, la force de gravitation naturelle des premiers hommes. Autre citation, dans la montagne Tarahumara, tout ne parle que de l'essentiel, c'est-à-dire des principes suivant lesquels la nature s'est formée, et tout ne vit que pour ces principes, les hommes, les orages, le vent, le silence, le soleil. L'abondance des signes qui couvrent la Sierra Tarahumara manifeste l'unité du monde. Partout l'invisible traverse le visible. L'abstrait et le concret se conjoignent en une seule et même réalité. Le pays des Tarahumara est donc proprement un lieu habité, où être et choses convergent. L'Indien est le réceptacle et l'ordonnateur intelligent de cette réalité qui l'évolue lentement. Se dit alors, tacitement et rituellement, une alliance. Je cite une dernière fois Artaud, « Cette nature a voulu penser en homme. Comme elle a évolué les hommes, elle a également évolué les rochers. Or, cette sierra habitée qui souffle une pensée métaphysique sur les rochers, les Tarahumara ont semé de signes parfaitement conscients, intelligents et concertés. Cet ensemencement mutuel, cette étreinte métaphysique de l'homme et du monde, Artaud le désigne du mot de culture. Le cheminement de Raymond de Carrasco emprunte ses chemins d'écriture. Il était donc nécessaire d'en rappeler ici le tracé pour mieux les confronter. Les premiers films produits par Raymond de Carrasco surprennent par leur étrangeté. La figure spectrale d'Artaud les hante sans doute, mais elle s'efface aussi sous la puissance d'un regard qui voit loin. Tarahumara 78, le film Tarahumara 78, réalisé en 1979, est à cet égard remarquable. Ce film, lit-on dans sa courte présentation, est la chronique d'une rencontre, celle des Indiens des Tarahumara, et d'une caméra à la recherche d'un peuple que l'étymologie appelle aux pieds qui courent. Et cette indication, souvent réitérée, me paraît fondatrice, et elle ne cessera d'être répétée. Cette indication inaugure un film silencieux, aux images muettes, sinon parfois le battement d'un tambour, la musique des flûtes et le glissement des violons. Comme si, je reprends ici une formule de Maurice Blanchot, comme si parler, ce n'était pas voir. Dans sa sobriété datée, Tarahumara 1978, le titre de ce film nous situe dans un espace donné, dans un temps borné. Il identifie et nomme. Il instaure une lignée ethnographique sans encore restaurer une mémoire littéraire. La première partie de 15 minutes, le film compte 3 parties, la première partie est obsédante. Elle a été présentée ce matin, donc vous avez certainement les images à l'esprit. Que voit-on? On y voit d'abord, la séquence, je veux dire d'abord, présente silencieusement, c'est important pour moi, les mêmes images insistantes. On y voit d'abord, et c'est ainsi qu'on entre dans le pays des Tarahumara, on y voit d'abord des pieds. Cela a été plusieurs fois montré. Pieds masculins et féminins de ceux et de celles qui marchent ou qui courent sur des chemins pierreux. Pieds nus ou chaussés de sandales légères, allant et venant, lentement ou rapidement. Pieds relançant une boule de bois vers d'autres pieds. Le résumé indique, je le cite, un montage rythmique de démarches d'hommes et de femmes dans leurs allées et venues vers la messe du dimanche et de courses rituelles d'endurance. Cette indication vient rationaliser 15 minutes d'images déroutantes où la saisie ethnographique est inquiétée par un voir qui la désoriente. D'emblée, nous savons que la mesure de l'œil malmène nos attentes superficielles ou informées sur les Tarahumara. Nous pressentons que cette mesure de l'œil bouscule les attendus posés par l'intitulé thématique du film, Tarahumara 78. Image inquiétante, qui certes informe, qui certes documente, mais qui n'illustre pas. Image fascinante qui, en l'absence de parole, montre quelque chose qui ne se montrait pas. Que révèlent donc ces images? Que mettent-elles à nu? Que tentent-elles d'exposer directement à la vue? Ces images dévoilent dans une succession de plans répétés et avec une justesse remarquable, ces images dévoilent l'étimon, c'est-à-dire l'élément véritable, authentique du mot Tarahumara, le pied qui court.
Qu'importe sans doute ici l'incertitude pesant sur cette étymologie. Cela a été rappelé, les hommes. Or, il se trouve que sur le continent nord-américain, et le Mexique peut être intégré à cet grand espace, toutes les peuplades autochtones se disent ainsi, se déclinent ainsi. Donc je retiendrai plutôt cette étymologie, évidemment ici, du pied qui court. Le sens, le vrai sens, la racine même du mot est ainsi montrée, avant que toute parole poétique, avant que tout commentaire ethnographique ne vienne surcharger sa signification inaugurale. Au commencement même d'une recherche qui dura près de 25 ans, les premières images du film Tarahumara 78 révèlent donc le fond des choses. Ce faisant, elles nous exposent tout à la fois à l'origine mythique et au maintenant de cette étymologie. La deuxième partie de ce film, montrant les Tarahumaras occupés aux travaux des champs, présente la réalité sensible de cette étymologie, son actualité aujourd'hui, semailles, perçage du maïs, bêchage et guinage de champs cultivés. Du temps remémoré de ses pieds, en contact avec le sol, au présent de ses vies à fleur de terre, c'est donc la continuité de cet espace de temps qui est ici restitué. Superbe inspiration donc que ce jaillissement inaugural. D'abord, ne rien dire, mais se tenir dans la lumière énigmatique d'une étymologie. Se laisser saisir par la distance qu'elle impose. Apprendre à apprivoiser silencieusement cette distance par des images répétées de pieds qui marchent en tous sens et dans toutes les directions. La question qui nous retient ici est bien celle du sens et non de la fidélité ou de l'infidélité que je laisse bien volontiers. Du sens de la marche dans un monde désorienté. Il me semble, dans cette confrontation qui est menée ici, il me semble qu'il y a là un point de rencontre entre Raymond Carrasco, Régis Ebro, et Antonin Artaud. Un point de rencontre, mais non un point d'ajointement. Car une manière de voir, une manière de se voir, les distingue ici très nettement. Je disais en ouverture de cette communication que l'œuvre indienne d'Artaud avait été à la fois une référence et une médiation pour Raymond Carrasco. Les remarques que je viens de faire sur ce film, Tarahumara 78, éclairent ce propos initial. Raymond Carrasco aurait pu mettre en image les textes d'Artaud, mais elle ne l'a pas fait. C'est au contraire une manière de dialogue qu'elle a construit, implicitement ou explicitement, au fil des années. Plusieurs films, on les a évoqués, permettent d'analyser ce processus de Tutuguri, Tarahumara 79, produit en 1980, jusqu'au dernier chaman en 1999. Mais parmi tous ces films, Artaud les Tarahumara est certainement celui qui permet de mieux apprécier l'intertextualité artaldienne, ses effets et ses conséquences. Réalisé en 1995, ce film forme, je cite, un montage nouveau rassemblant dans un geste synthétique des extraits de films antérieurs. La synthèse effectuée vient donc ordonner, en les épurant, des blocs d'images et de sons rassemblés entre 1978 et 1995 en une totalité, aperçue et réalisée après coup. Le geste n'est pas anodin. Cet après-coup donne à l'ensemble une signification sans doute longtemps incertaine et sans doute hésitante aux étapes successives que nous connaissons. La suite des films, Tarahumara 79, Tutuguri, Los Pintos, Yumari, Los Pascoleros, constitue désormais, et je cite cette présentation, une véritable chronique des rites Tarahumara de 78 à 95. Ce film, dont l'originalité tient donc au montage de séquences connues, s'énonce ainsi. Il est à la fois une synthèse et un recueil de rites datés, nouvellement rassemblés sous un énoncé initiatique surplombant. Et je cite, on pourrait appeler cette première série de films, 78-95, la route de Tutuguri. Le montage réalisé, est défini comme une confrontation. Je cite à nouveau cette courte présentation. Une confrontation actuelle entre les textes qu'Artaud a écrits sur les Tarahumara et les films que Raymond Carrasco a réalisés chez les Tarahumara de 77 à 94 sur la piste d'Antonin Artaud, à Norogashik, ce lieu mentionné explicitement par Artaud. Fin de citation. Comment cette confrontation s'articule-t-elle? Le synopsis du film
montre avec précision l'entrelacement ou la juxtaposition des citations et des images, les unes et les autres se rencontrant, dialoguant et s'éclairant mutuellement, mais aussi, me semble-t-il, accusant leur étrangeté, leur différence, voire leur indifférence les unes aux autres. Cette approche paradoxale des textes d'Artaud par Raymond de Carrasco doit être soulignée. L'intertextualité est certes abondante, mais loin d'être asphyxiante, elle favorise la libre invention d'un voir qui se construit. La confrontation, et je rappelle que j'emprunte ce terme à Raymond de Carrasco, la confrontation se fait alors rencontre, parcours, déplacement. La lecture d'Artaud, attentive, s'affranchit de la lettre du texte. Elle s'en détourne sans l'abolir. Elle la laisse entendre par la voix magnifique de Philippe Clévenot, ça a été rappelé, mais elle ne l'illustre pas. Elle la cite, mais elle ne la répète pas. Le film Palimpseste révèle en réalité une écriture propre. Il dit l'avènement d'un voir qui est invention de soi. L'ouverture, et je vais vous en donner deux exemples pour finir. L'ouverture et le final de ce film sont exemplaires de cet entrelac paradoxal. Les premières images, nocturnes, en noir et blanc, saisissent des visages indiens immobiles, puis le corps fragmentaire de deux danseurs lors d'un rite d'initiation. Après quelques secondes, s'élève la voix de Philippe Clévenot lisant Artaud. Je le cite. « Pour vivre, il faut avoir un corps. C'est des histoires, à première vue, c'est une utopie. Mais commence d'abord par danser, bougre de singe, espèce de sale macaque européen que tu es, et qu'a jamais appris à lever le pied. » En regard de cette citation, Raymond Carrasco écrit sur ces imprécations, irruption d'image, jour, couleur. On reconnaît les deux hommes peints, véritables doubles, accomplissant une danse très élaborée, levant le pied. C'est un plan rapproché sur les jambes et les pieds de deux pascoleros, dont la durée permet de décomposer le pas. Fin de citation. Une fois de plus, donc, la médiation citationnelle se ramène à l'essentiel. Le pied qui court, le pied qui danse, comme une manière d'être au monde. Révélant sa composition circulaire, le film se referme sur cette danse d'une étymologie faite chair et d'un corps principiel l'accueillant et l'exprimant à chaque pas. Après que Philippe Clévenot eut évoqué une dernière fois, et là c'est vraiment la toute fin du film, une dernière fois la danse du théâtre de la cruauté, le film se termine sur un long plan fixe rapproché des jambes et des pieds de Pintos. Ces derniers plans imposent une autre représentation des Tarahumara, née du cheminement singulier de Raymond de Carrasco. On ne sait finalement des textes d'Artaud s'ils sont un recours nécessaire ou un simple détour. Et parfois j'aimerais qu'il ne soit qu'un simple détour. Un autre récit, en effet, une autre fiction, approche ici l'énigme du monde qui prend le nom de Tarahumara. La nullité de l'exister, l'expression est de Jean-Luc Nancy, la nullité de l'exister y est interrogée. Et c'est ce qui nous retient finalement. Ce qui nous retient, c'est la manière avec laquelle Raymond de Carrasco dévoile le monde. Comment le monde lui-même est l'espace de nos existences. Comment le monde peut donner sens à ces existences. Les carnets du journal Tarahumara 87 expriment cette interrogation posée par la Sierra Tarahumara. Des fragments de ce journal de Raymond de Carrasco sont lus par Régis Ebro dans le film Los Macachines. Une méditation sur le temps, on l'a déjà évoqué, mais je vais la reprendre. Une méditation sur le temps, à la fois le temps des hommes et le temps du monde, ravive une très ancienne façon de penser la relation de l'homme au monde qui l'entoure. Je citerai donc pour finir quelques lignes de ce journal qui apparaissent à l'écran. Ici, le temps est commandé. Le vent, l'attente, le froid commandent le temps, les événements des hommes. Le temps qu'il fait commande le temps. Rien n'est possédé, rien n'est approprié. Le temps qu'il fait n'est pas le temps des hommes. Ce qui m'étonne, c'est le rire, la joie, l'allégresse, la douceur de ces jours de fête, l'aptitude à cueillir le temps, le bon temps, l'événement ici, le rire, la douceur du temps. Une autre image des Tarahumara se dessine. Outre les mots, la joie. Attendre, capter le temps, non pas le temps qui passe, mais du temps, ce qui va se passer.
Les Tarahumaras guettent le bon temps, le beau jour, le bon jour, la grâce du soleil, l'absence de vent, la douceur des températures, tout cela est le bleu du ciel. Ainsi, les Tarahumaras se tiennent-ils dans le pur visible. Le visible serait leur religion. Ils n'en ont pas d'autre. Car qu'est-ce que cette attente qui n'attend pas, qui n'attend rien? Habiter les éléments, vivre avec, dedans. S'il y a lutte, elle se fait du dedans, avec, au-dedans, et comme par oubli. Outre les mots, écrit Raymond Carrasco, il y a la joie, il y a la concrétude du monde, il y a la nudité de l'exister. La joie est le bleu du ciel. Voir ce pur visible, sans arrière-monde et sans au-delà. Nous sommes là, très loin d'Antonin Artaud. Antonin Artaud, étranger à cette joie et à ce bleu du ciel. Artaud, étranger à ce pur visible. Nous sommes là, me semble-t-il, je l'espère en tout cas, en territoire Tarahumara, au plus proche de Raymond Carrasco. Merci. On va faire une petite pause. On va l'installation. C'était le zigzag Lamporte-Oval. Marie-Martin Beauvais fait une publication sur l'écriture en zigzag de Lamporte-Oval. Elle est malade, elle a été. Et donc, deux lecteurs qui ont interprété les éléments de Porte-Oval, après quoi vous aurez 8 minutes de musique composée spécialement pour le monde par Pascal Créton, sur lequel vous aurez des images évidemment. Après quoi, 6 heures, vous aurez une derrière. Tout le temps, mais maintenant j'ai arrêté. Mais à une époque, ça tournait tout le temps. 24h/24. Non, c'est parce que j'étais condamné à mort. On m'a dit que j'avais le sida quand j'avais en 85. Et donc, on me donnait 1 an ou 2 à 10. Donc j'ai commencé à me dire, bon, bah, les derniers moments, je vais les filmer. Enfin, les enregistrer. Parce que c'est plus du film. Mais comme Régis ou Raymond, j'ai travaillé pendant très longtemps sur du 16 mm. Donc voilà, je fais ce rapport qu'on avait très tactile avec l'image, enfin l'image argentique. Quelquefois, oui. Quand Nicole Wanez me le demande, il n'y a que pour elle que je le fais comme ça. Il n'y a que elle qui m'a fait travailler. Comme ça, j'ai pas eu envie de travailler. J'ai envie de vivre, j'ai pas envie de monter, de couper. C'est monstrueux de couper. Non? Non, c'est comme si il démontre que non. Mais non, oui, mais j'ai fait ça aussi. Mais je veux dire, maintenant c'est plus possible. Il y a plus. Le cinéma est mort, il n'y a plus de. L'argentique est mort, il n'y a plus de. Mais toi, tu appelles ça du cinéma? Moi, j'appelle pas ça du cinéma. Le cinéma, c'est beau, ça, c'est laid. C'est juste un truc d'enregistrement. Ça enregistre la réalité telle qu'elle est. Et puis avec des moments de fulgurance, mais si. Mais tu peux quand même faire des choses à temps. Je suis sûre que tu le sais, que tu l'as fait. Bah, je l'ai fait pendant 40 ans, oui. Mais maintenant, je te dis, il n'y a plus de pellicule, donc je ne veux plus travailler sur quelque chose qui est mort. Le cinéma est mort. Pourquoi travailler dessus? Par contre, autant qu'on ait envie, enregistrer. Et maintenant, de toute façon, n'importe quel événement, il y a 50 portables, 100 portables qui les filment. Donc il restera peut-être quelque chose, sauf que ce numérique ne tient pas le coup. Alors que l'inversible que j'ai fait il y a 40 ans est toujours en parfaite forme. Et ça, pourquoi tu les fais? Quand ça sera des fichiers, ça va disparaître. Parce que c'est milliards d'images qu'on a maintenant, tout va disparaître. Alors que très peu d'images qu'on avait. De toute façon, déjà, tout ce qui était... Oui, vous pouvez disparaître. Ça a commencé déjà, tout le film qui était inflammable a brûlé à 99,99%.
Donc il a resté que ce que l'on voit se trouver, sauver, et qui est enfin la partie vraiment immergée de tous les films forains ont disparu, tout ça a été fait pour voilà, passer tu vois, tourner dans les foires, et après ça disparaissait. C'était sûrement des choses absolument extraordinaires qu'on ne pourra jamais voir, quoi. Mais peu importe, les gens ont vécu. On n'a pas pu tout en... Mais bon, moi c'est un truc voilà, puisque de lutte contre la mort, quoi. C'est comme chez Razad. Moi, ça n'a pas empêché que les gens meurent autour de moi, malheureusement. Mais moi, ça m'a peut-être sauvé la vie, je sais pas, mais je crois pas. C'est pour ça que tu l'as fait. Non, je pense pas. Je crois pas que ce soit ça qui sauve la vie, malheureusement. Ce qui sauve la vie, c'est de vivre, mais c'est pas d'enregistrer vraiment. Oui, je suis un collectionneur, un archiviste autodidacte, enfin voilà, un collectionneur, quelqu'un qui... Donc j'ai chez moi, tout ça est numéroté, daté, tu vois. C'est inventurier quand même. Et ça fait ça fait un mur entier, tu vois. Bon, enfin maintenant ça fait des disques durs. Tout ça, ça passe. Ça c'est encore des petites cassettes. À la maison, je le mets sur internet, déjà, je l'envoie sur internet. Peut-être c'est bien de se Bah, oui. C'est du boulot. Oui, mais comme je n'ai rien d'autre à faire de ma vie, ça m'empêche de faire d'autres bêtises. Mais ça filmait en tout. Ça y est. Tu vises bien. Non, je regarde pas. C'est en apnée. C'est en apnée. Mais de toute façon, ça prend tout. Ça prend l'air, l'atmosphère, ça prend tout. Mais c'est pas une œuvre, c'est un enregistrement. C'est pas comparable à un film monté. Le plaisir qu'on a à le faire, mais c'est un travail, il faut être jeune, il faut y passer ses jours, ses nuits, jusqu'à sa propre mort. Le travail, c'est de l'esprit, quand même, c'est pas tout constructif. Passer des nuits entières, des insomnies, c'est pas très intéressant. Mais là, bon, je vais passer, j'ai une partie de ma nuit à mettre tout ça sur Internet. Et là, j'ai retard. La plus masterclass que je trouve. Je me trouve 4 heures, là 12 heures. Mais tu t'intéresses que... Non, bah non. Enfermé dans C'est très rare les conférences. Non, par bonheur. Non, ça c'est que... Tu vas aussi dans les places publiques, comme ça. Voilà. Tu regardes les enfants qui jouent et tu les enfants, on ne peut pas les filmer parce qu'on a les parents qui nous font des procès. Donc. Non, les enfants maintenant, c'est le cas de le dire, c'est plus possible de les voir, les enfants. C'est devenu la propriété des parents. Bah, ouais. Les enfants sont morts, tués, assassinés par tous les parents. Ils ont gagné. Voilà. L'actrice Vous avez regardé, ça marche. C'est maintenant oui, tout de suite. Pour ceux qui ne sauraient pas qu'est-ce que c'est le portrait ovale, c'est un texte texte manifeste écrit en 1976 par Raymond de Carrasco. Il a été créé en 1976, publié seulement en 1995. Si vous plaisez, il est épuisé. J'ai eu la chance d'obtenir des éditions compactes qui le réimpriment. Et donc, j'en tiens à votre disposition 200 exemplaires. Oui, on m'a amené à... J'avais pensé que c'était pour que l'édition compacte le refuse. Non, on les a amenés un jour à Pompertusa, en camion. 2 colis lourds, 200 exemplaires de Granulat. Des portraits ovales, ça ressemble à ça. Oui, ça ressemble à ça. Il y a des photos de Raymond dedans par Denise Colomb, qui a photographié Antonin Artaud dans son retour à Paris. Elle est célèbre pour ça, elle a photographié Raymond, on était devenus amis.
C'est un texte, on va vous jouer l'imbrication, ils vont vous jouer l'imbrication, le caractère imbriqué de l'écriture, c'est une caractéristique de Raymonde, et vous verrez même leur interprétation des aides, le texte lui-même et les phrases elles-mêmes comportent des aides comme nous aurons, et les paragraphes eux-mêmes sont parfois séparés par un grand Z. Vous allez voir ce qu'ils en ont. C'est ce que Marie Martin appelait l'écriture en zigzag. Donc, Anne Théo, monteuse numérique. Raymonde Carrasco, le portrait oral. Le bois des panneaux frise et fleurit, s'ovalise et la reflète sans atteindre au bord des plaines qu'elle éclot. La pupille. On peut tenir des questions inactuelles. Pour le plaisir. Pour la magie. Image égale magie, anagrammise Bellmer. Celle du gros plan cinématographique, par exemple. Car c'est une certaine machine que j'appelle à la suite des Einstein cinématographie. Il faut bien user les mots, les jouer et un jour peut-être les brûler. Nous fait rêver,
divaguer, éveille en nous le rêve de notre rêve, bateau, voyage, fiction, promenade immobile d'une chambre à soi, fleuve et brouillard. Il est possible que l'inactuel soit les fractures même de l'actuel, l'ailleurs qui provoque l'ici. Ailleurs provoque ici. Le jeu appartient à la catégorie poésie expérimentale. Si l'on en retient essentiellement la méthode de provocation, le jouet se présentera sous forme d'objet provocateur. Le meilleur jeu alimente son exaltation moins dans les images prédéterminées d'un aboutissement que dans l'idée de perpétuité de ces suites inconnues. Le meilleur jouet sera donc celui qui ignore tout pédestal d'un fonctionnement fixé à l'avance, celui qui, riche en applications et probabilités accidentelles, comme la plus misérable des poupées de chiffon, affrontera l'extérieur pour y provoquer ardemment, par-ci, par-là, ses réponses à toute attente, les images soudaines du toit. Provocation perverse de hasard, expérimentation panique, poupée pupille hors la loi, font la loi. Probabilité, accidentelle jusqu'à l'aléatoire, intersection de fragments pluriels, zigzag brisure, interférence, ligne vague, boucle, chevelure, prompte à découvrir l'hostile afin de lui insinuer l'intolérable, anatomie de l'image, productrice d'inconscient physique, rephysiologisation apocalyptique au plus près l'émergence pupillaire et l'invention de ce qui ne doit rien à rien. Troisièmement, peut-être ce qui était plastiquement le plus important, les hauts panneaux Louis XVI de l'immense salon étaient non pas largement architecturés, mais fourmillants d'une sorte de germination intérieure. On ne pouvait les dire sculptés bien qu'ils en eussent l'air. On aurait dit qu'ils s'étaient développés à partir de la dentelle, trouvant dans cette forme géométrique la solution de cette moisissure, de cette syphilis plastique qui les avait éclos. Quatrièmement, enfin, comment ne pas le deviner? Chaque panneau rectangulaire s'écussonnait en son centre d'un médaillon ovale et bombé, comme le cristallin d'un œil, comme une fesse, et dans ce médaillon s'inscrivait une peinture. L'ensemble se donnait pour une reproduction de belle-mère sur une annonce de galerie. Premier rêve de la poupée. Ainsi, né de l'enfracture, fêlure, blessure au debord d'un texte, en gros plan d'Eisenstein, l'intersection initiale du premier rêve de la poupée de Joël Bousquet et Hans Melmer qui s'embalise en vers plus bref, et du portrait ovale de Pau Godard, provocatrice d'autres collisions de hasard aux effets indécidables. Que le gros plan cinématographique soit d'abord et irréductiblement hors cinéma,
partout ailleurs aussi bien. Dans la littérature, celle romanesque de Dickens, montre d'Olivier Twist, bouilloire du grillon du foyer, c'est la bouilloire qui a commencé. Ou, plus irruptivement encore, l'éclatement d'une grappe de lilas au cadre d'une fenêtre. Ou plutôt, le coléoptère tête de mort du sphinx d'Edgar Poe. Et du côté de l'autre Edgar, Degas, Dokuzai et Toulouse-Lautrec, la disposition au premier plan d'un paysage japonais. Leitmotiv Eisenstein. La branche était touffue, recourbée, avec des oiseaux perchés dessus. Et loin derrière elle, à travers elle, étaient peints les détails traditionnels d'un paysage japonais. Des huttes, des taillis de roseaux, des ponts enjambant des ruisseaux, des barques au nez pointu, tracées en 2 coups de pinceau. La branche n'était plus simplement un gros plan. La branche était un premier plan typiquement japonais, le premier plan à travers lequel se dessinent les lointains. C'est ainsi qu'avant de connaître Okuzai, avant mon emballement pour Edgar Degas, je communiais avec la séduction de la composition en premier plan. Plus énigmatiquement, et plus précisément pourtant, la naissance, l'avant-naissance du gros plan serait à chercher, hors cadre portrait et nature morte, du côté de la composition en premier plan. Et lorsque des années plus tard, je me suis lancé à la recherche des préfigurations historiques du gros plan au cinéma, je les ai involontairement cherchées non dans le portrait ou la nature morte, mais dans la passionnante aventure d'un élément isolé qui, issu de l'organisme général du tableau, se met à avancer au premier plan. Comment, se détachant du plan d'ensemble du paysage, où il est parfois impossible de distinguer la chute Picard ou Daphnis et Chloé, les figures commencent à s'approcher de la surface. D'abord en pied, puis en devenant graduellement si proches qu'elles sont coupées par le bord du tableau, comme dans Espolio du Gréco par exemple, ou beaucoup plus tard, en un bond enjambant les siècles, chez les impressionnistes français, très influencés par l'estampe japonaise. Singulière aventure que cette petite phrase de ce segment. Je les ai involontairement cherchés, non dans le portrait ou la nature morte. À l'accent beau baudelairien, je jetais sur la peinture un coup d'œil rapide et je fermais les yeux. Pourquoi? C'était un mouvement involontaire pour gagner du temps et pour penser. Beau, le portrait ovale. Petite phrase qui, elle aussi, dans la disposition si peu organique du texte, se met à avancer en premier plan, à tirer ses propres lignes de fuite, doublement frappé du saut du négatif involontairement non, l'oubli du portrait nature morte est la condition d'un singulier procès anamétamorphique, grappe de lilas, papillon, tête de mort, calaveras d'un carnaval mexicain, toute une série de devenirs déformations, toujours inhumaines, engendre la fantastique du gros plan. La vive impression laissée par la branche japonaise peinte fut probablement à l'origine de l'impression intense produite par le comte. En regardant par la fenêtre, Poe voit soudain une monstrueuse bête gigantesque rampée sur la crête des montagnes éloignées. Par la suite, on s'aperçoit qu'il ne s'agit nullement d'un monstre antédiluvien, mais d'un humble coléoptère rampant sur la vitre. C'est la combinaison optique de ce gros plan avec la lointaine chaîne de montagnes qui avait produit le terrifiant effet si magistralement décrit par Poe. Je crois que cette intersection, la branche de lilas blanc, la description plastique dans le terrifiant récit d'Edgar Poe, a conditionné d'une certaine manière mes compositions en premier plan, les plus intensément expressives et faisant le plus d'effet. Ce sont les crânes et les moines, les masques et les manèges du jour des morts dans le film mexicain. La tache blanche de la grappe de lilas devient le crâne blanc du premier plan. L'effroi du récit d'Edgar Poe, le groupe de moines en soutane noire,
tout au fond. Hors portrait et nature morte, donc, le secret de la fascination du gros plan serait à chercher dans la disposition premier plan. Glissement ou saut. Car de l'exclusion du rejet du portrait, nulle justification-explication, sinon par une étrange inversion des signes, où le négatif devient positivité, l'affirmation de la force de la disposition premier plan. Quelque chose de la logique démonstrative est rapté par ce processus. Une sorte de faille du discours, en zigzag. Donc, le portrait bloquerait l'émergence du gros plan. L'intensité du gros plan s'y éteindrait. Qui ou quoi, dans le portrait nature morte, fait ainsi obstacle à l'intensité du gros plan? Marquons les traits de cette logique en zigzag, élément pour un rejet du gros plan portrait. Ligne de force de la disposition premier plan. 1. Portrait est nature morte. Le premier plan est cinématographie. Avancée, mouvement d'avancée, aventure de l'avancée d'un élément isolé sur le plan d'ensemble. Organisme, fond de tableau. De l'organisme de la composition, un trait file, se tire. J'ai toujours distingué dans le cinéma une vertu propre au mouvement secret et à la matière des images. Il est certain que toute image, la plus sèche, la plus banale, arrive transposée sur l'écran. Le plus petit détail, l'objet le plus insignifiant prennent un sens et une vie qui leur appartiennent en propre. Par le fait qu'ils isolent les objets, ils leur donnent une vie à part, qui tend de plus en plus à devenir indépendante et à se détacher du sens ordinaire de ces objets. Un feuillage, une bouteille, une main, etc., vivent d'une vie quasi animale et qui ne demandent qu'à être utilisées. Puissance ciné-œil. Kinoclasse. De l'objectif qui fonce au milieu de la réalité, en extrait le détail le plus inhumain et l'offre à la rencontre du désir comme plus réel, plus de réel, seul réel. Le désir prend son point de départ, non dans un ensemble perceptif, mais dans le détail. Tel détail, telle jambe n'est perceptible, n'est accessible à la mémoire et disponible, bref, n'est réel, que si le désir ne le prend pas fatalement comme une jambe. L'objet identique à lui-même reste sans réalité. Belle-mère. L'objectif qui fonce au centre des objets se crée son monde. Et il se peut que le cinéma se mette à la place de l'œil humain, qu'il pense pour lui, qu'il lui crible le monde, et que par ce travail d'élimination concertée et mécanique, il ne laisse subsister que le meilleur. Le meilleur, c'est-à-dire ce qui vaut la peine qu'on le retienne, des lambeaux d'aspect qui flottent à la surface de la mémoire et dont il semble qu'automatiquement l'objectif filtre le résidu. L'objectif classe et digère la vie. Il propose à la sensibilité, à l'âme, une nourriture toute prête et nous laisse devant un monde fini et sec. L'alchimie du gros plan, à travers ce singulier processus anamorphique que le ciné-objectif opère comme malgré lui, serait de rendre l'inhumanité d'un réel mécanique, fini et sec, à la magie du désir provocateur de signes vivants, d'une quasi-animalité et qui ne demande qu'à être utilisée. Finalement et paradoxalement, l'accommodation ciné-œil du gros plan ne fait qu'exhiber la singulière anatomie de l'image de belle-mère, physique de l'imagination corporelle, apocalypse rephysiologisation des images, accommodation en acte que découvre Jo Bousquet. On nous a appris que l'œil s'ovalisait plus ou moins autour de l'image à recevoir, qu'il appropriait ses dimensions intérieures à la netteté qu'il attendait d'elle,
mais on ne nous a appris que cela. Comment l'image minuscule germe dans l'œil jusqu'à se revêtir de ses dimensions vraies, on ne nous l'a pas dit, encore que Bergson l'ait probablement suggéré. Officiellement, nous ignorons cette vérité élémentaire que je vous expose d'abord en 2 mots. L'effort local qui nettoie et précise l'image reçue est justement celui qui donne sa grandeur. Et c'est en se prolongeant dans toute la musculature du corps que ce réflexe d'adaptation développe à la mesure humaine le rayon qu'il avait déjà raffiné et filtré. L'œil est un viseur déformable et sensible. Alchimie du reflet. La lumière du ciné-œil-machine ne fait qu'exhiber à la surface pelliculaire la nuit inhumaine d'où naît la vision de l'œil humain. L'accommodation cinématographique serait un seul et même processus. Ciné-œil mécanique de l'objectif cinéma égale ciné-œil physiologique du corps tout entier. Par l'intermédiaire du pantographe géant qu'est le réseau intérieur des fibres nerveuses, l'œil s'est débarrassé de l'image. Il a mesuré l'objet à définir dans le corps entier, s'est débarrassé dans le corps de l'image qui le clouait à son minuscule diamètre d'organe. Il a digéré le reflet en rendant le corps capable d'en enfanter le modèle. Le portrait serait d'abord gros plan visage. La disposition premier plan relèverait d'un autre procès, figure paysage, toujours en acte. Comment, se détachant du plan d'ensemble du paysage, où il est parfois impossible de distinguer la chute d'Icare ou Daphnis et Chloé, les figures commencent à s'approcher de la surface. Deleuze-Guattari appellerait ces machines l'une de visagéité, l'autre de paysagéité. Pour nous, la paysagéité cinématographique serait l'imbialité de la forme, figure avant arrêt et fixation de toute forme. Du brouillard, du fond, où toute multiplicité ordonnée et organisée, visage, s'est à jamais perdue, défaite et brouillée, l'accommodation au premier plan tire, pli selon pli, trait selon trait, un trait, pour mieux le laisser filer, vibrer, sa propre ligne d'envol à la surface pelliculaire. Le brouillard du fond n'est que la multiplicité du grain pelliculaire, le trait qui file premier plan, sa vibration. Surtout, le portrait assurerait la clôture-fermeture du cadre, du sec rectangle écranique Eisenstein. La disposition premier plan sort des bords même du cadre, quitte le cadre, le déborde, le jette hors cadre. Les figures commencent à s'approcher de la surface, puis en devenant graduellement si proches qu'elles sont coupées par le bord du tableau. Et sur ce fond, d'en haut, d'au-delà des limites du cadre, se penche le gigantesque profil d'Ivan, haut de la tête et la nuque sont coupées. L'intensité du gros plan est alors l'excès de cette approche des bords du cadre, jusqu'à sortir du cadre, le briser, gradation des intensités portées au blanc jusqu'à une explosion même du cadre. Soit ce qu'Eisenstein appelle très littéralement cinématographie, montage, collision, brisure, zigzag, hors cadre. Quant au cadre, il forme la cellule du montage, conflit à l'intérieur du cadre, montage potentiel, brisant sa cage rectangulaire dans une augmentation d'intensité et projetant son conflit d'intensité au montage, dans les chocs entre les plans montés, comme le zigzag de la mimique,
par les mêmes brisures, se déverse dans le zigzag de la mise en scène spatiale. Et s'il fallait vraiment trouver une comparaison pour le montage, on devrait comparer la phalange des fragments du montage, les cadres, à la série d'explosions d'un moteur à combustion interne, se multipliant en dynamique de montage par les poussées d'une automobile en pleine course ou d'un tracteur. 4. Enfin, le portrait nature morte serait normalisation réalisme de la forme. Le premier plan serait anamorphose, procès anamorphique et extatique, proche le carnaval grotesque, la caricature et certaines dispositions des agencements que certains appellent érotiques. Il n'est pas indifférent qu'Eisenstein cite dans Hors cadre le portrait d'acteur de Cousaille. Le réalisme de la forme est l'uniformisation de l'extase de la forme. La représentation disproportionnée d'un phénomène nous est propre organiquement, primordialement. Alexandre Loudria m'a montré un dessin d'enfant illustrant le thème « On chauffe le poêle ». Tout est représenté dans des rapports acceptables et fort consciencieusement. Les bûches, le poêle, son tuyau. Mais au centre de l'espace de la chambre, il y a un énorme rectangle bariolé de zigzags. Qu'est-ce que c'est? Et on apprend que ce sont des allumettes. Tenant compte de l'importance cruciale des allumettes pour la représentation du processus, l'enfant leur accorde une dimension en conséquence. La représentation de l'objet dans les proportions réelles, hors relativité qui lui sont propres, n'est certainement qu'un tribut payé à l'orthodoxie de la logique formelle, soumission à l'inaltérable ordre des choses. Dans la peinture et la sculpture, cette représentation revient périodiquement et inexorablement pendant les périodes de l'installation de l'absolutisme, remplaçant l'expressivité de la disproportion archaïque par la stricte échelle hiérarchique d'une harmonie officiellement imposée. Implique une comparution, en l'espèce attentive et amicale, des visions et des voyages respectifs. Raymond Carrasco s'est confronté au voir d'Artaud, et elle nous invite à poursuivre aujourd'hui cette confrontation, à examiner ces voirs ensemble, non pour les comparer, c'est-à-dire les évaluer, les rectifier, les ramener à la vérité de l'un au détriment de celle de l'autre, mais pour apercevoir ce qu'ils ont vu, voir ce qu'ils ont vu sans pour autant croire ce qu'ils ont cru. Il s'agit donc de mettre en présence les regards de Raymond Carrasco et d'Antonin Artaud, les mettre en présence sans les juger, sans fin de croire, comme nombre de commentateurs, que l'un serait la copie fidèle ou infidèle de l'autre, sans valoriser l'original, qui est lui-même une fiction, et dévaloriser en conséquence sa maladroite duplication ethnopoétique. Il s'agit de les mettre en présence pour mieux saisir, à travers ce qu'ils ont vu, inventé ou imaginé, leur irréductible singularité. Pour Raymond Carrasco, l'œuvre indienne d'Artaud est à la fois une référence et une médiation. C'est une référence singulière, dont la lecture n'est guère facile, et une médiation compliquée, surchargée par la figure et par le mythe d'Artaud. Quel chemin Raymond Carrasco a-t-elle tracé, affrontant cette œuvre et l'ouvrant à ses propres intuitions? Les écrits mexicains d'Artaud traduisent une inquiétude profonde sur le sens, sur la perte du sens. C'est avec cette perte et la demande de sens qui lui est conjointe que nous avons affaire. Avec les Tarahumara, il s'agit de retrouver le sens, ou du moins d'indiquer une direction. Là, je m'appuie sur Jean-Luc Nancy. Retrouver le sens de la marche, retrouver le sens de l'histoire, mêler dans une même avancée la meilleure du mythique. Je pars à la recherche de l'impossible. 18 avril, dans une lettre à Marie Dubuc. On m'a amené chez une espèce de demi-charlatan qui prétendait connaître le secret de la culture toltèque. Celui-là me renvoie à un autre. S'il y a un secret de culture, il ne peut pas courir les rues. 10 juillet, à Jean-Louis Baron.
Il s'agit de retrouver et ressusciter les vestiges de l'antique culture solaire. De mars à juillet, on constate que l'intérêt d'Artaud s'est déplacé de l'actualité mexicaine vers un Mexique inactuel, intempestif, éternel. L'intitulé et le contenu des articles parus en espagnol dans la presse locale entre mai et août 1936 confirment cette évolution du projet d'Artaud en l'amplifiant. Le 26 mai, Artaud donne au journal El Nacional base universelle de la culture. Le 13 juillet, la culture éternelle du Mexique. Le 1er août, secrets éternels de la culture. Le 9 août, les forces occultes du Mexique. D'un texte à l'autre, quel enchaînement observe-t-on? Ces titres, en effet, ne sont pas redondants. Le mot de culture y est central, mais c'est son occultation progressive qui est dite à mesure que grandit le désarroi d'Artaud devant le spectacle d'un Mexique affairé, contredisant chaque jour un peu plus ce monde d'images qu'il porte en lui. Et c'est ce monde d'images que Raymond Carrasco et Régis Hébreau se confronteront, c'est à ce monde d'images, que Raymond Carrasco et Régis Hébreau se confronteront à leur tour, imposant peu à peu leur propre monde d'images, substitué, nous le verrons dans un instant, à celui d'Artaud. Cela a deux conséquences. D'une part, s'affirme chez Artaud la volonté d'expliciter ce que personne n'a jamais pénétré. D'autre part, s'impose chez lui la nécessité d'un retrait vers l'intérieur du pays, à la recherche socialiste, alors que l'indigénisme officiel alphabétise les populations indiennes. Artaud enjoint le Mexique moderne, progressiste et marxiste de rompre avec lui-même pour retrouver, je le cite, ses sources primitives d'inspiration. Je le cite encore, nous attendons du Mexique un nouveau concept de révolution et aussi un nouveau concept de l'homme. Juin 1936. Il s'agit donc de rompre. Mais de rompre avec quoi? Il s'agit de rompre avec un sens du monde qui se confond avec l'avènement et l'histoire de l'Occident. Il s'agit de rompre avec une époque du sens aussi longue que l'Occident. La terre mexicaine serait étrangère à cette histoire occidentale du sens, et c'est la raison pour laquelle Artaud s'y rend en 1936. Ces premières déclarations que j'ai citées ici, au vocabulaire approximatif, traduisent chez Artaud sous le mot de culture une demande impatiente de sens que la réalité mexicaine ne peut cependant satisfaire. La rapide désillusion d'Artaud modifie en profondeur son regard sur le Mexique, comme en témoigne sa correspondance, et permet la progressive advenue d'une autre réalité, tout aussi imaginaire que le Mexique, brutalement rejeté, une autre réalité peu à peu identifiée aux Indiens Tarahumara. 4 lettres que je mentionne ici rapidement. Une lettre du 26 mars 1936 à Jean Paulhan. Je cite, Artaud parle des activités de conférence qu'il a eues, des rencontres qu'il a pu faire, et il ajoute en conclusion, mais cela, c'est le côté exotérique. Il y a un monde ésotérique certain au Mexique. 2 avril à René Thomas. Je compte quitter Mexico prochainement pour ce qu'il appelle l'impossible. Artaud distingue donc rapidement 2 Mexiques, l'un exotérique, l'autre ésotérique. Son propos change alors radicalement. L'actualité banalement révolutionnaire du Mexique moderne s'efface devant l'anachronisme essentiel des Tarahumara. Je vous renvoie bien sûr au texte intitulé Une race principe, dont je cite la première phrase. On entre avec les Tarahumara dans un monde terriblement anachronique et qui est un défi à ce temps. Cette évolution trace une coupure entre 2 mondes, par conséquent, et 2 pensées antagonistes, et elle entraîne Artaud sur la voie d'un prophétisme messianique périlleux. Car il ne s'agit plus seulement de dire à des Mexicains éberlués d'incroyables vérités, mais de dire la vérité en se portant seul désormais au devant de celle-ci. Artaud se présente à partir de juillet-août 1936 comme celui qui apprend et qui enseigne, celui qui comprend ce que personne ne comprend plus. Artaud est donc désormais l'homme du secret. Il sait par intuition et par imagination poétique ce que ses contemporains ont oublié, je le cite. L'âme mexicaine n'a pas perdu en son fond le contact avec la terre, avec les forces telluriques du sol. En tout point du sol mexicain où affleurent ces sources de culture, je le demande, qu'il me soit permis de les découvrir, de les faire jaillir.
C'est pour cette relation perdue, c'est pour ce contact entre les hommes et le monde qu'Artaud se rend en août 1936 dans la Sierra Tarahumara, source de culture et haut lieu supposé de la révélation. Sans céder encore à l'irration, marche des hommes et la marche du monde. Les Tarahumara, Régis Ebro l'a abondamment filmé, sont les hommes qui marchent. Qu'est-ce que cela veut dire? Quel est ce sens de l'orientation pressentie par Artaud au Mexique et qui permettrait de s'orienter dans le monde autant que d'orienter le monde? En d'autres termes, à quel savoir Raymond Carrasco, lisant Artaud et se rendant après lui dans la Sierra Tarahumara, s'est-elle confrontée? Pour répondre à ces questions, je retracerai brièvement les prémices du voyage d'Artaud au pays des Tarahumara. Ces quelques indications permettront de mieux approcher l'expérience ethnopoétique de Raymond Carrasco. Il y a tout d'abord chez Artaud l'affirmation virulente d'une rupture. L'échec en juin 1935 de la tragédie de Chelsea l'éloigne de la scène théâtrale et le tourne vers la scène rituelle. On connaît tous les déclarations qui parsèment alors ces textes. J'en cite une pour l'exemple. Je suis venu au Mexique pour fuir la civilisation européenne issue de 7 ou 8 siècles de culture bourgeoise, et par haine pour cette civilisation et cette culture. Artaud débarque au Mexique, arrive à Mexico, le 7 février 1936. À la fin du mois, il donne 3 conférences qui surprennent l'assistance. Sa critique acerbe du marxisme, une caricature de la vie, sa réduction du surréalisme à un courant à la mode, son rejet de l'art moderne mexicain, une imitation de l'art européen, son désintérêt hostile pour les muralistes surprennent désagréablement. Et le malentendu s'accentue rapidement. Alors que les architectes modernistes remodèlent la ville, alors que la Ligue des écrivains et des artistes révolutionnaires promeut le réalisme